le cri fait le trou où le silence se rue. C'est ainsi que Jacques Lacan, vers les années 1965, en insistant sur cette création qu'est le silence, c'est une création parce que le silence c'est quelque chose qui advient du fait de parler, ça ne s'oppose pas du tout, évidemment, au bruit. C'est pas de ce silence-là dont on parle. Hein? C'est le silence qui est créé. Je vais essayer d'en dire un mot. J'ai terminé là-dessus la dernière fois. Et l'important, c'est justement que ce silence va nous permettre à nouveau de revenir sur ce qui advient du fait du masque du psychanalyste ténor, comme je l'ai appelé. Alors bien sûr, à nouveau, je redirai ce que j'ai dit, je parle de mon expérience, bien sûr. Hein. L'expérience de psychanalyste et de chanteur lyrique. C'est pas de la pensée dont je parle. C'est pas parce que j'ai lu un article, que j'ai commenté, que je suis d'accord, que je suis pas d'accord. Non, l'expérience, comme l'expérience du transfert, d'ailleurs il s'agit de transfert, comme l'expérience du transfert, l'expérience du discours, qui est ce qui est en jeu dans la dimension psychanalytique, dans la cure psychanalytique. Parce qu'évidemment, cette expérience de discours, c'est celle qui nous arrache à quoi? Eh bien, au sens, au fixe. Le fixe, je l'ai souvent comparé, rapproché, appliqué à cette dimension apparente du masque. Masque. Avant de chanter, il importe de prendre une certaine position au niveau, bien sûr, de la statique corporelle, bien sûr, mais aussi au niveau de toute la partie supérieure, pour que, justement, le larynx soit d'une certaine manière. Et que finalement, comme je le disais la dernière fois, ah oui, finalement, c'est dans l'expiration qu'a lieu la parole. C'est dans l'expiration qu'a lieu le sens, chose étrange, le chant, l'expiration, quand on expire. Et je disais la dernière fois qu'il y avait quelque chose de particulier, là, je me référais aussi à ce que pouvait dire Lacan, hein, à propos du cri de Munch, justement, c'est que, eh bien, c'est au moment du cri, le larynx est réduit au syrinx, la flûte de Pan. On souffle dans une flûte. Dire que l'implosion, l'explosion, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je trouve que c'est quelque chose qui va très bien avec, justement, le dramatique de la voix. Le dramatique, ça peut se trouver dans certains écarts. Par exemple, la quinte diminuée, la quinte augmentée. On a appelé ça le diabolus, hein. Le cœur diabolique, père de l'Église. Diabolicum. Mais ça montre bien l'importance de tout ça. Alors, le silence. Je reviens au silence. Et le silence, ça a à voir avec le cri, c'est quand même curieux cette affaire. Hein. Je disais la dernière fois, finalement, quand on chante, c'est sans doute que le lyrique, notamment. Quand on parle, c'est moins évident. Mais quand on chante, évidemment, ce qui est en jeu, c'est quoi? Bah, c'est un certain embellissement du cri. Oh, ça ne veut pas dire que c'est le premier cri, là, qu'il suffit de crier. Le cri, c'est autre chose, évidemment. C'est autre chose que crier. Hein. Le cri de Munch, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce cri? Qu'on n'entend pas avec les oreilles, précisément. Précisément. Le cri est le trou où le silence se rue. Alors, pour un peu à nouveau avancer dans cette perspective-là, hein, dans cette création-là, hein, je dirais que comme dans la cure, on parle, là, on sait à peu près ce qu'on dit, c'est le blabla habituel, premier temps, pour dire le premier temps. C'est pas des temps chronologiques, hein, c'est des temps structuraux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien, hein, c'est le fameux trine dont je parlais la dernière fois, la Trinité. Je ne parle pas de la Sainte Trinité, parce que je disais justement que, finalement, la vraie religion, hein, la religion
chrétienne, catholique, hein. J'ai insisté là-dessus. Hein. Ah, j'ai insisté là-dessus, j'ai parlé du fait que, bien sûr, les pères de l'Église, ils sont accrochés à cette histoire-là. Hein. Et puis que lorsque Constantin convoque, enfin, ou du moins sous l'influence de Constantin, a lieu ce premier concile œcuménique en 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée, eh bien, cette question-là apparaît d'emblée comment? Comment elle apparaît? Ben, elle apparaît tout simplement par le fait que a lieu ce premier credo, hein, je crois en un seul Dieu, c'est un créateur du ciel, de la terre, etc. Bon. Et il y a un moment, effectivement, que on arrive bien sûr le Créateur, hein, le Fils, puis on arrive à l'Esprit, voilà la Trinité. Mais alors, dans ce premier credo, c'est mis d'une certaine façon. Hein. Évidemment, le Fils, il est engendré par le Père. C'est là-dessus que Carius va essayer de dire, s'il est engendré, il n'est quand même pas de même nature. Il hein. ne faut peut-être pas exagérer quand même. Hein. Et alors, bon, donc on convoque tout le monde, là, concile de Nicée, hein, pour essayer de régler ça. Bon. Puis alors, il y a l'Esprit. Alors, l'Esprit, alors dans ce premier credo, l'Esprit, il procède, le processus, procedere en latin, il procède du Père. Et le Fils, évidemment, il importe d'y croire comme au Père, hein, mais il ne procède pas du Père et du Fils dans le premier credo. Et puis après bien sûr, la querelle des iconodules, des iconoclastes, là on arrive à Charlemagne, tout ça, on arrive au 8e, 9e siècle. Hein. Ce que je disais, hein, je crois, la dernière fois, et puis les pères de l'Église, ils vont progressivement rajouter quelque chose, ils vont dire que l'Esprit procède du Père et du Fils, en latin, filio que. Que, c'est ce qui se mettait comme suffixe, là, pour remplacer le « est », du Père et du Fils. Et l'Église d'Orient va dire non, pas question, il procède principalitaire, principalement du Père. Et alors là, vous savez ce qui va en résulter, c'est le schisme de 1054 ou 45, je ne sais plus, enfin bref, lorsque sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, à Istanbul actuellement, hein, est déposée une excommunication, c'est-à-dire que le légat du pape va excommunier le légat de l'Église d'Orient. Bon, tout ça pour montrer qu'il y a quelque chose qui se joue là, et je rapprochais ça bien sûr de cette chose extraordinaire qu'on trouve là, comme ça, qu'on trouve chez Virgile. Hein. C'est fantastique de trouver ça quand même chez Virgile bien avant. Hein. C'est-à-dire numéro Deus, impare gaudet. Alors évidemment, Deus, on a parlé, Deus c'est Dieu. Non, le numéro 2, impare gaudet. Gaudet impare, se réjouit, littéralement, d'être un père, impare. Mais si on est un petit peu comme ça, justement, derrière, on reste pas au niveau du fixe, là, de la traduction fixe du masque, là. S'il y a un peu de musique là-dedans, c'est-à-dire un peu de glissement, là, hein, si les cordes vocales comme ça, elles s'étirent, là, et ben, on va bien se rendre compte que impare gaudet, eh ben, c'est gaudet impare, il se réjouit d'être engendré par l'impère, que sont le Père. L'impère, ben, le premier impère, ben, c'est le cas de le dire, hein, l'impère, ça commence avec le 3. Et nous revoici sur le trine, sur le 3. C'est-à-dire sur ce temps particulier, qui est complètement occulté par le cogito cartésien. L'espace cartésien, c'est un espace à 2 dimensions, même si on rajoute le volume, mais de toute façon, on ne peut pas tellement prendre conscience de ce qu'est le volume. Ça nous dépasse. On reste toujours dans cette bipolarité. Hein. Haut, bas, coupable. Je dirais même pas de non coupable. Hein. Enfin, tout ce qu'on connaît bien, la pensée, en permanence, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le masque, a priori, fige toujours dans un système d'opposition. C'est-à-dire que la pensée rationnelle, elle va dans ce sens-là. Et ben c'est là que la musique intervient. Et ça intervient très tôt, ça intervient, je l'ai déjà dit là, hein, en 500,
25 avant Jésus-Christ, quand Thespis il extrait de cet ensemble cohérent qu'est le chœur dithyrambique, là, hein, qui est là pour un peu, et uniquement pour célébrer les mystères de Dionysos, la gloire de Dionysos, hein, il extrait, il fait sortir du chœur le coryphée, le chef de chœur. Et du coup, il y a un trou, voilà, trou. Le cri fait le trou où le silence se rue, à condition que ce trou, qui est quoi? Qui est une trouvaille, c'est-à-dire que ça nous conduit à ce qui se passe derrière le masque. Avant, on était dans l'unien, là, dans une chose tout à fait extraordinaire, là. Mais il le faut, parce que s'il n'a pas lieu, ça n'est pas possible. Donc il le faut, ce trou. Il le faut, ce trou, et ce trou ne peut advenir que du fait qu'il y a le masque. Mais alors, le silence, vous voyez que c'est ce qui va advenir, venir, c'est ça l'important, du fait que quelque chose de singulier apparaît. C'est exactement ce qui se passe dans la tragédie grecque. Hein. Finalement, si vous prenez ce qui arrive, Antigone, Sophocle, tout ça, c'est ça qui est en jeu. Bon, Antigone, elle essaie un peu de discuter avec Créon. Hein, bah, elle est subtile. Elle a bien compris qu'il ne peut pas comprendre grand-chose. Hein. Celui qui a le pouvoir, il est complètement identifié à sa fonction. Hein. Et puis, il croit que justement, il a tous les pouvoirs. Et finalement, il croit la punir, mais en fait, c'est pas ça. Antigone va devenir le silence même. C'est pas la mort, c'est le silence, c'est qu'elle disparaît. Elle disparaît, mais elle est toujours présente. Dieu sait si elle va être présente, hein, parce qu'alors après, il y aura, vous savez, le suicide, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Bon. Donc, l'important, donc, c'est qu'est-ce que c'est que cette création, qui est celle du silence, pour autant que c'est ça qui est en jeu, pour autant que c'est quelque chose qui advient du fait de parler, mais, à mon avis, de par mon expérience, surtout du fait de chanter le lyrique. Donc on est loin, vous voyez, de tout ce qui est le bruit assez contemporain d'ailleurs. Bon, moi, je laisse ça un peu de côté, chacun après tout, chacun fait comme il peut, hein, dans cette humanitarie, hein, l'humaine, hein, ouais. Bon, ça marche au pas, quoi, faut que ça marche au pas, hein, après tout. Hein. Mais la musique, ça ne peut pas marcher comme ça. Bien sûr qu'il y a un rythme, bien sûr qu'il y a des notes, hein, mais on sait bien que chacun va interpréter à sa façon ça. Quoi, ça? Eh bien justement, ça qui n'est pas ça. Voilà. Alors pour un peu rendre compte de cette dimension du silence, là, de façon un peu plus vraie, là je vous propose, j'ai mis ça sur mon site, pas sur mon site, sur ma page Facebook, là, Maria Callas, en train de chanter Casta Diva. Et je mettais que silence, essayons d'écouter le silence, qui est dans le timbre de la voix. Et tout ça, ça se fait parce qu'il y a bien sûr des cordes vocales, hein, qui vont être tendues d'une certaine manière, mais du fait qu'elles soient tendues, il y a autre chose que le son que donnent les cordes vocales. Il y a autre chose. Et ça ne peut pas s'enregistrer. Et c'est là qu'il y a cette dimension du dramatique, qui traverse le corps. Et qui apparaît surtout, bien sûr, au niveau particulièrement, à mon avis, on peut dire autre chose, à mon avis, lorsqu'il y a production des aigus. Lorsqu'on est dans les si bémol, si bécard, contre ut, contre ré, etc. Et bien, pour en rendre compte, je vais vous parler un peu évidemment du silence de Casta Diva, c'est-à-dire de Maria Callas. Dieu sait si on en a raconté sur elle. Alors bien sûr, bon, elle naît en 1923, je crois, oui, c'est ça, en 1923, et elle meurt, c'est mystérieux, en 1977. Oh, on en a dit des choses là-dessus. On est même allé jusqu'à dire que
une femme, je crois. Enfin, quelqu'un qui devait être jalouse. L'avait peut-être bien assassiné. On a parlé de suicide, évidemment. Voilà, elle est morte parce qu'elle était suicidée. Mais on a parlé, bien sûr, d'Onassis, évidemment. C'est l'homme qu'elle a aimé. Hein. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Hein. Simplement, là, en passant, mais rapidement, je ne veux pas en dire plus. Hein. Quand elle connaît Aristote, Onassis, hein, eh ben, il a 53 ans. Hein. Et puis quand elle meurt, elle a 53 ans. Et alors, donc, ils se connaissent en 1957, et puis ils vont devenir, elle dit qu'elle est devenue femme en 1959, c'est-à-dire qu'elle est devenue la maîtresse d'Onassis, etc. Et puis après, bon, elle dit que, mais ça c'est, on est toujours au niveau du masque, on a tous un masque, moi aussi j'ai un masque, hein, c'est pas le problème, hein, puisque c'est uniquement quand je parle, si je fais un lapsus, qu'il y a quelque chose qui apparaît. C'est pas du tout quelque chose qui est prévu, cette affaire-là. Hein. Eh bien, elle dit qu'elle a préféré laisser un peu tomber, là, bon, à partir de 59-60. Alors, il y a quand même eu un truc, là. Alors là, c'est Corelli, Franco Corelli qui nous en parle, là, en 1958. C'est à Rome. C'est à Rome, le 2 janvier, je crois, c'est Norma, voilà, Castadival. Hein. Et après le premier acte, c'était le président de la République italienne qui était là. Et après le premier acte, elle trouve que ça ne va plus tellement bien. Je pense qu'elle s'entendait. Parce que quand ça ne va plus, c'est quand on parle, c'est quand on s'entend parler que ça ne va plus. Hein. Dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Eh bien, je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Hein. J'en ai déjà parlé. Hein. Elle s'entend, à ce moment-là, elle décide d'arrêter après le premier acte. Alors là, évidemment, ça pose des problèmes. Hein. Eh ben, le directeur de théâtre, son manager rappelé qu'elle lui dit qu'il peut continuer, etc., qu'il n'y a pas de raison, que ça va bien, enfin, je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. C'est Corelli qui nous raconte ça. Hein. Bon, parce que Corelli, il assiste à ça. Et ils vont tellement lui dire qu'elle va casser des vases et une chaise. Elle crie. Alors c'est un cri, qui n'est pas du tout le cri où le silence se rue, c'est complètement autre chose, c'est qu'elle va quand même un petit peu s'abîmer les cordes vocales. Et puis à la fin, donc elle ne va pas revenir hein, sur scène, bien sûr, et à la fin elle sort comme si de rien n'était de l'opéra. Corelli s'étonne parce qu'il la connaît bien, évidemment, Franco Corelli, il était un talent dramatique. Il la connaît bien et il lui dit, mais je fais référence à une interview avec Zucker qu'il a donnée en 1990. Hein. Corelli est né 2 années avant la Calas, il est né en 1921, elle est née en 1923. Hein. Et il lui dit que ça va aller très bien, ça ne pose aucun problème. Corelli chante évidemment Paul Youn dans Norma. Hein. Et finalement, il va en résulter que donc, elle arrête. Alors, elle connaissait des gens nazis, évidemment, à ce moment-là, puisqu'elle l'a connue en 57. Ça, c'est en 58. Mais, je crois que tout ce qu'on a raconté, à savoir que progressivement, elle avait peut-être perdu sa voix parce que cet homme qu'elle aimait, finalement, l'avait abandonné. Hein. Vous savez qu'Onassis, il va en 68, il va épouser Jackie Kennedy. Hein. Et alors, on a fait des recherches après, et on a découvert en écoutant que sans doute des grands savants de Bologne, là, hein, des savants d'orthophonie, là, ont découvert que sans doute elle devait avoir une dermatomyosite. Quelque chose qui venait affecter effectivement le fonctionnement des cordes vocales, notamment. Eh bien, je vais revenir un peu pour en dire quelque chose, à mon avis, qui me semble plus proche de l'expérience. Alors, vous savez que les 2 dernières années, elle habitait à Paris, là.
je ne trouve plus le nom de la rue, enfin c'est pas bien grave, elle se promenait tous les jours à peu près à la même heure avec un ou deux chiens là. Elle n'arrêtait pas d'écouter ces enregistrements. Voilà. Écouter ces enregistrements. Pourquoi? Et on dit même qu'elle ne pouvait plus chanter du tout, et quand elle chantait, elle avait mal. C'est-à-dire que manifestement, au niveau du thorax, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Au niveau de il fallait faire la compression. Bon. Alors je crois que ça nous apprend. Elle nous apprend quelque chose, Maria Callas, là, justement. En disparaissant, parce que c'est ça finalement le silence. C'est quand on disparaît. Elle nous apprend le fait que quand elle pouvait, quand elle chantait, quand elle, notamment lorsque en 53, je crois, oui, 53, enfin non, c'est pas en 53, elle avait une mère qui lui donnait à bouffer des sucreries de façon extraordinaire, ce qui fait qu'elle avait grossi, et il a fallu qu'elle fasse un régime draconien pendant 2 ans, hein, de début 53, voilà encore le chiffre 53, le nombre 53, ou les 2 chiffres 5 et 3 qui reviennent, hein, de 53 à 54, elle a perdu, écoutez bien, 30 kilos. Alors après, elle est devenue effectivement celle qu'on connaît, hein, bien sûr. Elle était d'ailleurs très courtisée par les stylistes, et puis par les gens de la mode, hein, parce que ça représentait quelque chose, elle était connue. Hein. Mais oui, alors, je crois qu'elle nous apprend justement, on va dire par défaut, qu'elle ne pouvait plus chanter, quelque chose dont j'ai déjà parlé. Et c'est très proche de ce qui se passe lorsqu'une création a lieu dans le transfert au niveau de la parole. Freud a décrit ça dans ce qu'il appelle, dans un travail qu'il a fait sur le mot d'esprit. Premier temps, c'est le blabla habituel, on raconte, on comprend, etc. Deuxième temps, sidération. C'est-à-dire arrêt. Il y a quelque chose qui fait que, en parlant, il y a une connexion qui s'établit avec quelque chose d'insaisissable. Et du coup, est produit, l'effet de cette sidération, va être le fait qu'il produit à ce moment même un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, un néologisme. Et le troisième temps, ça ne va pas être de dire, excusez-moi, je n'ai pas voulu dire ça, hein, comme c'est dit habituellement, c'est de transformer, voilà le silence, c'est de transformer ce néologisme en mot d'esprit. Et pour ça, il faut la dimension de l'autre, parce que c'est dans le rapport à l'autre. Hein. Quelqu'un de particulier, là, c'est pas avec n'importe qui que ça a lieu, cette affaire-là. Hein. Eh bien, c'est exactement la même chose, je crois que le mot d'esprit, ça nous donne un peu ce que c'est, parce que c'est du son, finalement. Un mot d'esprit, bien sûr, c'est une modulation. Hein. Eh bien, ce qui apparaît, c'est que il y a un premier temps qui consiste à produire des sons, c'est ça qu'on fait quand on apprend, hein, avec une technique, etc. Et puis, le deuxième temps, c'est que la musique... mais j'insiste bien, c'est pas chronologique, hein. C'est pas il y a ça, puis ensuite ça, non, c'est tout en même temps. Hein. Bon. Et puis alors, je décompose pour que ça soit plus compréhensible. Hein. Et puis alors, la musique qui vient, et on peut le dire de la façon suivante, elle vient dire à celui qui est quoi, qui est le récepteur en quelque sorte, hein. En toi, je suis chez moi. Je suis chez moi, en toi. Et toute la question, là, il faut bien qu'il y ait un silence de tout le blabla, hein, de tout le son habituel. Il y a quelque chose qui est que, dans le même temps, celui qui chante peut répondre, oui. C'est le oui du joui, la jouissance de l'autre grand A. Oui. En moi, tu es chez toi. Tu, c'est une invocation. C'est la voix. Tu es chez toi. Et pour ça,
dans le mode esprit, Freud dit qu'il faut qu'il y ait cette fameuse dritte personne, la troisième personne. Et voilà à nouveau le tiers. Pas le tiers, le trine. Le 3. Le 3. Au commencement était le 3. C'est la porte étroite. Eh bien, toute la difficulté, mais l'intérêt, c'est ce oui. Parce qu'on peut très bien, effectivement, chanter, mais si on se met à penser, comme un acteur de théâtre, hein, il se met à penser véritablement ce qu'il dit, au sens de ce qu'il dit, ben, il n'est plus dans le coup. Il va s'entendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pense pas, mais il y pense de façon, comme le psychanalyse, de façon flottante. C'est-à-dire que c'est dans le corps que ça se passe, quelque chose qu'il traverse. Eh bien, cette dritte personne, on la retrouve là, chez le chanteur lyrique, et c'est quelque chose qui traverse son corps, et pour ça, il faut bien sûr que le fixe du masque soit là, mais à ceci près que tout ce qui était en jeu au niveau du fixe du masque, il faut qu'il reste fixe, le masque. Mais on n'en reste pas là. Il n'est là que pour inviter à conduire au fait que, justement, c'est la justesse, hein, c'est pas la justice, hein, justement, il y a un trou dans le masque. Et quand on chante lyrique, eh ben, il y a ça. Le trou, il est au niveau du thorax, il est au niveau du sternum, il est au niveau du sternum, c'est-à-dire que c'est ça, effectivement, qu'elle n'arrive pas. Je crois qu'elle n'arrive plus. Hein. Et évidemment, je crois que, moi, mon hypothèse, c'est que à la fin de sa vie, eh ben, elle était complètement désespérée de ce silence qu'elle ne pouvait plus créer. Du coup, à un moment, elle est devenue silence. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui.